Eh ben, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis sûre que vous allez passer une super journée. L'événement CAD est vraiment top avec plein d'ateliers, plein de choses à découvrir. Merci d'être aujourd'hui sur l'atelier pour découvrir Yota. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà déployé le projet cette année ou les années précédentes avec leurs élèves ou vous découvrez? Vous découvrez. Ah, très bien, une dame. Ah oui, on en a parlé tout à l'heure. Trop bien. Eh ben, vous êtes au bon endroit. Donc, je vais peut-être déjà commencer par me présenter avant de parler de Yota. Donc, moi, je m'appelle Tanina Portebos. Ça fait une dizaine d'années que je travaille sur l'éducation au numérique et l'inclusion numérique des enfants tout particulièrement. Voilà, je suis passionnée par ça. On est dans une société où voilà, les technologies sont utilisées dès le plus jeune âge et il faut éduquer cette jeunesse à l'usage de ces technologies pour qu'ils puissent les utiliser de manière responsable et utiliser le plein potentiel de ces technologies et pas avoir les effets néfastes quand on justement les utilise mal. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est que je sais que vous êtes déjà convaincus là-dessus, donc merci et bravo. Et donc on va laisser les personnes qui viennent de rentrer de s'installer et puis on va attaquer. Installez-vous, vous voulez. Alors, on a une petite demi-heure avec nous. Ce que je vous propose, c'est de poser vos questions au fur et à mesure. Je suis là pour... voilà, on a une demi-heure. Moi, j'ai des choses à vous dire, mais le plus important, c'est que je réponde à vos questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main. J'ai un micro si jamais il y a besoin, parce qu'apparemment, c'est enregistré. Posez vos questions au fur et à mesure. Je suis là, vraiment là pour ça. Et on a un stand aussi toute la journée, donc vous pourrez aussi venir sur notre stand si vous voulez aussi tester la plateforme plus en profondeur. Alors, qu'est-ce que c'est Yota ? C'est une plateforme en ligne autour de l'éducation au numérique et à la collaboration. Donc c'est pour les élèves de CM1, CM2. C'est une plateforme qui est gratuite et qui est clé en main pour les enseignants dans le sens où tous les contenus pédagogiques sont directement intégrés dans la plateforme. Donc c'est un projet qui a déployé tout au long de l'année. On n'est pas sur du one-shot, c'est vraiment un projet où il faut de la régularité, même idéalement sur 2 années, sur CM1 et CM2. Nous, on vous recommande de faire une séance hebdomadaire de 45 minutes, mais c'est vous qui êtes libre de le déployer de la façon que vous souhaitez en fonction de vos contraintes et votre emploi du temps. Et donc c'est une plateforme qui permet d'initier vos élèves à ces compétences numériques, et on va les détailler juste après, par le biais d'une pédagogie tournée autour de la collaboration. Donc, contrairement à Pix Junior, qui est très très bien, et qui est complémentaire à Yota, que vous pouvez faire aussi en parallèle, on en parlait avec une enseignante ce matin, de la différence avec Pix, l'approche sur Yota est collaborative, c'est-à-dire que tous les élèves vont être amenés à travailler les uns avec les autres, et on va faire un petit focus sur la partie pédagogique juste après. Mais très rapidement, pour la présentation de Yota, cette année, on a fait en fait 3 années d'expérimentation scientifique de 2021 à 2024. Je vous partagerai quelques chiffres tout à l'heure, même si vous avez tout le détail sur le site internet. Et cette saison, donc du coup sur cette saison, on a fait l'essaimage du coup sur tout le territoire, et on est ravis, on a plus de 600 classes et réparties sur 81 départements, donc on est content, ça a pris vraiment sur tout le territoire, comme quoi le besoin, comme quoi le besoin est présent partout. Pour la rentrée, on est en train de travailler pour être raccroché aux gares. Donc c'est un gros travail pour nous, mais voilà, c'est la suite pour se développer, c'est un passage obligé. Donc l'année prochaine, vous pourrez directement faire des demandes d'abonnement, toujours gratuitement, dans le Gard pour utiliser Yota. Et si vous n'avez pas d'ENT dans votre établissement, Yota sera toujours accessible via notre site internet, comme ça l'a été jusqu'à présent. Voilà, donc ça c'était une petite présentation très rapide, et maintenant on va rentrer dans le détail. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on travaille sur Yota? Alors déjà, le cœur pédagogique est vraiment centré autour du numérique. C'est vraiment, on n'est pas sur des compétences académiques comme de l'anglais ou du français et de l'histoire géo, on est sur les compétences numériques. Il y a un référentiel, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle le CRCN, le cadre de référence des compétences du numérique, dans lequel vous avez 5 domaines de compétences. Donc c'est très vaste finalement, et c'est pour ça aussi que ça rend compliqué le sujet pour enseigner, c'est que c'est très très vaste, et il y a des thématiques qui sont très très variées, mais en même temps, quand on parle du numérique, tous ces sujets, qu'on soit, voilà, on est tous des citoyens numériques aujourd'hui, dans notre vie personnelle on l'utilise, dans notre vie pour les étudiants à l'école on l'utilise, et dans notre vie professionnelle on l'utilise aussi, donc c'est assez vaste. Donc de quoi parle-t-on? On parle déjà de tout ce qui est citoyenneté, comme je l'ai dit aujourd'hui, en tant que citoyen, on utilise ces technologies-là, et on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser ces technologies-là à bon escient, de manière responsable, tout en protégeant finalement sa vie privée et ses données personnelles. Et tout ça, ça s'apprend très jeune, puisque aujourd'hui, on le voit dans les poussettes, les enfants, ils ont un smartphone dans les mains, et si on ne les éduque pas à utiliser tout ça, ça peut être très très dangereux.
Donc cette citoyenneté numérique est couplée à tout ce qui est sécurité, parce que là encore une fois, c'est des enjeux de sécurité qui sont derrière. Donc le tout début sur Iota, c'est se construire son identité numérique. Donc un pseudonyme, un avatar, savoir faire un mot de passe sécurisé, ne serait-ce que ça, c'est déjà une base, mais c'est déjà très important. Ensuite, il y a tout ce qui est algorithmique et programmation. Donc ça reprend, si vous connaissez la plateforme Scratch, c'est un peu le même principe avec la programmation par bloc. Voilà, donc c'est étape par étape, on y va progressivement, mais c'est le même principe. Donc derrière, ça reprend, pour faire la partie transversale en même temps, toutes les compétences de résolution de problèmes et d'esprit logique. Ensuite, tout ce qui est création de contenu, donc on part de la notion d'information. Qu'est-ce que c'est une information? Faire la différence avec une publicité. Et ça, on se rend compte qu'ils ont beaucoup de mal à le faire. Et c'est très important. Parce que sur les réseaux sociaux, ils sont tout de suite finalement impliqués sur des contenus. Et s'ils ne savent pas d'où ça vient et qu'ils ne savent pas qu'ils n'ont pas encore cet esprit critique pour faire la différence entre une information, un post sponsorisé ou tel influenceur a dit ceci ou cela, du coup, c'est compliqué. Donc, toute cette notion d'information est abordée jusqu'à la recherche d'informations, jusqu'à la création de contenu type mini-exposé. Donc on leur apprend vraiment à utiliser un moteur de recherche, savoir sélectionner les bons mots-clés, savoir trouver les informations dont j'ai besoin et pouvoir construire des contenus par rapport à ça. Tout ce qui est intelligence artificielle, donc il y a des activités pour initier les enfants à l'intelligence artificielle. L'idée, c'est pas encore qu'ils les utilisent, on n'en est pas là, ils sont trop jeunes, mais l'idée, c'est qu'ils comprennent ce que c'est. Parce que là, encore une fois, dès le plus jeune âge, ils sont confrontés à des contenus générés par des IA, et s'ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils vont mal les utiliser. Donc l'idée, c'est de mettre des mots. Ok, une IA, ça fonctionne comment? Ok, il y a des données derrière. Comment c'est généré? Comment c'est construit? Donc ils sont amenés eux-mêmes à générer leur propre algorithme d'IA pour qu'ils comprennent, ok, donc en fait, par rapport à comment il est nourri, les résultats vont être différents. Et on se rend compte que les résultats sont de plus en plus réalistes aussi. Donc comment faire la différence entre une vidéo classique et un deepfake? Voilà, tous ces sujets-là qui sont très importants puisque ça fait partie de notre vie quotidienne de plus en plus. Et enfin, une sensibilisation au cyberharcèlement, puisque dès l'école primaire, malheureusement, ces sujets-là sont déjà présents. Donc leur expliquer ce que c'est, mettre des mots dessus, expliquer ce que c'est que le harcèlement, le cyberharcèlement, et leur donner les clés pour être outillés face à ce genre de situation et pouvoir réagir dans ces situations. Voilà pour la partie compétences numériques. Donc vous voyez, c'est assez vaste. Et après, il y a la partie transversale. Donc la lecture, tout simplement parce que sur Iota, il y a une scénarisation, il y a une histoire, il y a un scénario, il y a des personnages. Donc ça leur permet aussi de continuer à travailler toutes leurs compétences de lecture dans des registres différents. Hop, l'écran n'est plus avec nous. Tout ce qui est autonomie, forcément, parce que vous allez le voir après quand on parlera un peu de pédagogie, mais ils sont confrontés du coup à un apprentissage par l'erreur, donc ils vont devoir apprendre à apprendre et ils vont devoir développer leur autonomie. Et ça, dans les retours des profs, c'est quelque chose qui est très vite développé comme compétence avec Iota. Tout ce qui est esprit critique et logique, j'en parlais, c'est lié au contenu, aux compétences juste à gauche, ça va avec. Tout ce qui est résolution de problèmes aussi. Et tout ce qui est flexible connectif, ça va avec toute la partie pédagogique finalement, qui comprennent petit à petit comment ils apprennent, le fait qu'ils sont tous ensemble, qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils peuvent s'appuyer sur leurs camarades, ça leur permet aussi de voir aussi comment eux-mêmes peuvent apprendre et pas juste de se dire « ok, donc j'ai eu une note », je la ramène à la maison, et puis finalement, après, j'en fais rien. Là, j'ai fait des erreurs, j'essaie de comprendre mon processus d'apprentissage, de revenir dessus. L'enseignant est là aussi pour accompagner les émotions, on en parlera juste après. Et du coup, petit à petit, ils commencent à comprendre un petit peu comment ils sont amenés à travailler sur tout ça. Et les fameuses compétences psychosociales, à travers la collaboration, installez-vous. On parlera de pédagogie juste après, mais du coup, ces compétences psychosociales, c'est principalement tout ce qui est coopération, communication, écoute et empathie, puisque quand on est amené à travailler ensemble, le travail en équipe, c'est ces compétences-là principalement qui sont travaillées. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de faire la passerelle avec la partie pédagogique, sauf s'il y a des questions tout de suite. Non, c'est très clair. Super. Bonjour, installez-vous. Alors, concrètement, ça se passe comment une séance Iota? Donc les élèves ont leur interface, ils ont leur parcours. Ils avancent en toute liberté, c'est-à-dire qu'il y a des activités, ils choisissent les activités qu'ils veulent faire. Au sein d'un même système, il y a quand même une progression pédagogique avec des systèmes qui se débloquent les uns après les autres, mais au sein d'un système,
ils font les activités de leur choix. Donc c'est là aussi qu'ils sont en autonomie. Ils peuvent faire leur propre choix et décider les sujets sur lesquels ils veulent travailler. Et une fois qu'ils ont commencé du coup ces activités, ils vont être en interaction les uns avec les autres pour trouver les solutions ensemble. Et pour passer dans les classes régulièrement, une séance Yota, c'est comme une petite fourmilière. Les enfants, en fait... Oui, installez-vous, il n'y a pas de souci. C'est comme une petite fourmilière, puisque très rapidement, ils vont être amenés à se lever, voilà, puisqu'ils ont un parcours individuel, mais ils sont amenés à se lever dans la classe et à aller travailler en binôme. Donc l'entraide, ça sert à ça. C'est en fait, dès qu'ils ont un blocage sur une activité, qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils sont bloqués, l'idée, c'est qu'ils n'appellent pas l'enseignant. Et il faut que les enseignants jouent le jeu, qui disent « Non, non, moi, je ne te donne pas les solutions, tu fais appel à tes camarades. » On va voir la posture de l'enseignant, du coup, et sur d'autres sujets. Sur la partie purement compréhension pédagogique, là, l'idée, c'est qu'ils s'aident entre eux. Donc, du coup, ils demandent via un petit bouton sur la plateforme, ils cliquent « J'ai besoin d'aide ». Et sur la plateforme, il y a un algorithme de matching qui va leur proposer un camarade avec lequel travailler. Et cet algorithme prend uniquement je vais parler mots, en question, prend en considération, on va y arriver, l'historique des interactions. C'est-à-dire qu'ils vont matcher les élèves qui n'ont pas encore beaucoup interagi les uns avec les autres. Et ça permet comme ça que tout au long de l'année, tous les élèves travaillent les uns avec les autres et on n'a pas ce côté ségrégation, filles-garçons ou d'autres typologies de groupes. Et donc c'est par ce biais que petit à petit, ils débloquent leurs erreurs, ils débloquent finalement les activités et ils arrivent du coup à trouver les solutions ensemble. Le système des évaluations est le même. Donc les évaluations sur Yota, c'est quoi? Parce que c'est peut-être un petit peu différent de ceux dont vous avez l'habitude. Donc ça fonctionne avec des activités. Une fois qu'ils ont réalisé une activité, pour qu'elle soit validée, il faut qu'elle soit évaluée par un autre camarade. Donc là, pareil, il y a un petit bouton « Je veux être évalué ». Ça les match avec un autre camarade. Et là, du coup, en binôme, ils sont assis l'un à côté de l'autre. Ils doivent se déplacer dans la classe. Ils font une évaluation. Donc en fait, s'il y a des erreurs, ils vont tomber sur une chasse aux bugs. Voilà, dans le monde de la tech, on ne parle pas d'erreurs, on parle de bugs. On leur dit, il y a 3 bugs dans ton activité, trouvez-les ensemble et corrigez-les. Et là, du coup, ils vont devoir communiquer. Il y en a un qui va devoir dire, bah voilà, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est ci, moi, je pense que c'est ça. Et du coup, ils vont devoir trouver ces erreurs et les corriger ensemble. Et c'est là qu'il y a la pédagogie par l'erreur prend tout son sens, c'est que tant qu'il reste la moindre erreur, tant qu'il reste des erreurs, bah, ils vont devoir refaire l'activité. Et pareil, en évaluation, du coup, travailler ensemble pour essayer de les résoudre. Et enfin, l'autre façon de collaborer sur Yota, ce sont les séances par équipe, qui sont ponctuelles dans l'année. Donc une fois qu'ils ont validé tout un système d'activités, ce qui représente à peu près, selon les systèmes, on va dire 1 mois de travail, ils vont pouvoir faire une séance par équipe, donc par 3 ou 4, et ça va être comme un petit escape game. Chaque élève va avoir des petites briques à résoudre et ils vont devoir du coup se communiquer les infos. Encore une fois, s'ils ne communiquent pas, ça ne va pas marcher. Donc ça permet de collaborer de manière différente. Sur les entraides et les évaluations, ils travaillent en binôme. Là, sur les séances par équipe, ils travaillent par 3 ou 4 de façon ponctuelle dans l'année. Et ça permet du coup de passer après au niveau supérieur, donc au système d'après. Je parlais un petit peu d'émotion. Et c'est là qu'on va peut-être parler un petit peu de la posture de l'enseignant. L'idée sur Yota, c'est de vous permettre de prendre un petit pas de recul par rapport au contenu pédagogique et de pouvoir être dans l'observation, pour pouvoir apprendre à connaître finalement les élèves et pouvoir les accompagner à la fois dans la gestion de ces émotions, puisque dès qu'il s'agit un peu de numérique, dès qu'ils ont une tablette ou qu'ils sont devant un ordinateur, ils sont tout excités et ils ont envie d'aller vite. Et ça, il y a un truc dès le début, disez-leur de bien lire les consignes, parce que sinon, c'est compliqué. Mais ça, je pense que vous avez ce genre de situation tout le temps. Ils sont très, très pressés, ils ont envie d'avancer, ils ont envie de valider les activités, et du coup, ils cliquent. Ils ont la folie du clic. Ils cliquent. Et après, du coup, ils ont des erreurs dans les activités, ils ne comprennent pas pourquoi. Donc, du coup, il y a de la frustration. Mais voilà, il y a de l'enthousiasme à la base, donc c'est super. Ils ont envie d'avancer, ils ont envie d'apprendre. Mais du coup, voilà, toute cette gestion des émotions, finalement, ça se fait en réel dans la classe, et c'est là qu'on a besoin de vous. Et on a besoin de vous aussi pour leur apprendre à travailler ensemble, parce que finalement, nous, côté produit, côté technologie, on essaye d'accompagner l'entraide et l'évaluation avec voilà, le fameux scénario de la chasse aux bugs, où on leur dit, voilà, piratage, système, 3 erreurs ont été trouvées, travaillez ensemble pour les corriger. Mais nous, côté tech, on peut faire que ça. Et après, dans la classe, on a besoin que vous soyez là pour quand vous envoyez, par exemple, qui échangent pas. Il y en a un, il prend la tablette de l'autre, il dit « Ah, t'es bête, regarde, c'est juste comme ça qu'il faut faire. » Après, il lui rend, et puis après, il va s'asseoir.
Mais ça, typiquement, c'est en vrai, finalement, que ça s'accompagne. Et c'est là qu'on a besoin, du coup, d'un accompagnement pour aider un camarade, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je dois faire à sa place? Est-ce que ça veut dire que je dois lui donner des indices? Ou alors je dois lui donner les réponses? Voilà, et tout ça, finalement, c'est là qu'on a aussi besoin de vous pour mettre votre patte et les accompagner à cette coopération. Le droit à l'erreur, on en a parlé. Et tout ce qui est levé motivationnel, c'est lié finalement à l'apprentissage par le jeu, puisque vous pourrez venir tester la plateforme sur notre stand. Yota, c'est comme un jeu. Et donc ça reprend tous les codes des jeux vidéo avec des récompenses, des trophées, des choses à débloquer, mais toujours basé sur leur capacité à coopérer, à collaborer. Pas sur des réussites individuelles et pas sur des notions de performance. Et pour reprendre un petit peu les feedbacks que nous font les profs, il y a un aspect hyper inclusif sur Yota, dans le sens où il n'y a plus d'étiquette toi t'es mauvais, toi t'es bon. Comme c'est un projet collectif et c'est un projet de classe, c'est toute la classe qui avance ensemble et on s'aide mutuellement, et s'il y en a un qui n'y arrive pas, c'est de notre responsabilité en tant qu'élève et en tant que classe et groupe d'aller aider les autres. Donc il y a ce côté, les profs nous disent, hyper inclusif, où les élèves en situation de difficulté d'habitude, du coup se sentent un petit peu plus intégrés et peuvent avancer. Alors chacun a son rythme, et ça c'est pas du tout, vous allez avoir des disparités de niveau de progression, mais c'est pas grave. Nous on met pas du tout en avant ces aspects-là côté élève, on s'en fout en fait de savoir s'il y en a un qui avance plus vite que l'autre. Le principal c'est que chacun soit en apprentissage et apprenne des choses. Voilà, donc ça c'est le côté apaisement du climat de classe, c'est des choses que nous ont partagé les enseignants. Est-ce qu'il y a des questions sur cette pédagogie ou sur d'autres sujets? Non, c'est vraiment que l'historique des interactions. C'est s'ils ont beaucoup collaboré ensemble, ils ne vont pas avoir la petite notif tout de suite, ils vont devoir attendre avant de l'avoir. Et les premiers qui vont avoir la petite notif pour aider et évaluer les autres, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup échangé avec l'élève qui a demandé. Voilà, c'est que ça. Et l'objectif vraiment, c'est qu'il y a un lissage des interactions. Et pendant l'expérimentation scientifique, c'était ça notre objectif, d'améliorer notre algorithme pour faire en sorte qu'on puisse voir le lissage des interactions tout au long de l'année, pour voir justement des effets positifs liés à cette collaboration. Et on en parlera juste après, parce qu'il y a des résultats très intéressants par rapport à ça. Je regarde l'heure. Ok. Alors, très rapidement, je vous présente un peu quelques chiffres de la mesure d'impact, mais vous pourrez aller creuser sur le site internet pour avoir plus d'infos. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on constate, enfin l'équipe de recherche, ce n'est pas moi, c'est l'équipe de recherche, donc peut-être très rapidement, donc l'équipe de recherche a été composée de 2 chercheuses, une à l'université Queen Mary à Londres et l'autre à l'université SI de Cergy. Toutes les deux font partie du comité scientifique de l'éducation nationale. Il y a toutes leurs bios sur le site, vous pourrez aller voir parce qu'elles font plein de choses. Elles sont économistes de l'éducation. Donc ce qu'elles ont constaté, c'est vraiment une augmentation du niveau de confiance quant à sa capacité à apprendre. Et ça, c'est vraiment super, puisque on sait que les enfants, finalement, quand ils ont confiance en eux, c'est comme ça qu'ils apprennent plus. Et donc, les chercheuses ont constaté, notamment, une augmentation chez les filles de leur capacité, quant à leur confiance, à leur capacité quand il s'agit de programmation. Et ça, c'est intéressant parce que quand on compare à des études où on voit que les filles se sous-estiment beaucoup dans les matières scientifiques d'une manière générale à niveau égal avec les garçons, donc quand on voit qu'il y a cette augmentation de confiance quant à ses capacités à programmer, parce qu'au début ça leur fait peur, ça c'est un très très bon point. On arrive par le biais du ludique à leur montrer qu'elles y arrivent, peut-être qu'elles prennent plus leur temps, peu importe, mais elles y arrivent aussi bien, et finalement ça renforce leur confiance par rapport à ça. Sur tout ce qui est compétences scolaires, donc tout ce qui est capacité ou plutôt confiance quant à ses capacités à réussir à l'école, sur les élèves issus de milieux défavorisés, il y a aussi ce constat de 28% d'augmentation. Alors je n'ai pas précisé, les augmentations sont entre les classes qui n'ont pas fait Yota et les classes qui ont fait Yota. L'équipe de recherche a fait une comparaison entre des élèves du coup qui n'avaient pas bénéficié de Yota et les élèves qui ont bénéficié de Yota. Et donc, elles ont constaté 28% d'augmentation quand il s'agit du coup de confiance quant à ses capacités à réussir à l'école. Et voilà, pour comparer encore une fois avec des études, il y a 8 jeunes sur 10 qui renoncent à leur aspiration par manque de confiance en eux. Donc encore une fois, la confiance en soi, c'est quand même assez important quand il s'agit d'apprendre.
Et un petit dernier chiffre pour la route sur tout ce qui est harcèlement. Ça, on a été agréablement surpris, puisque si on remet Iota aussi à son échelle, hein, on parle d'un projet qui est fait 45 minutes par semaine. Donc avoir ce genre d'impact, c'est quand même assez intéressant. Et ça, c'était les premières années. Et on va faire que améliorer la plateforme. Donc ça risque de devenir encore mieux. Mais sur tout ce qui est harcèlement, il y a un constat du coup de la réduction du harcèlement physique. Et quand on a les chiffres du coup de base, avec l'étude e-enfance, il y a 27% du coup des élèves à l'école primaire qui sont concernés par les situations de cyberharcèlement. Donc il y a quand même du travail. Et donc les activités sur Iota permettent cette prise de conscience et qui ensuite passe du coup dans le concret avec une réduction des situations de harcèlement physique. Donc très intéressant aussi comme constat. Voilà, c'est tout pour la mesure d'impact. Je vous laisserai creuser sur le site internet pour les autres résultats. Et je vous propose d'aborder la partie purement technique. Comment se lancer sur Iota? Vous allez voir que c'est assez simple. La chose de base, qui n'est pas forcément acquise malheureusement encore dans tous les établissements, mais c'est qu'il faut du matériel informatique. Donc quand je dis matériel informatique, c'est peu importe, tablette, ordinateur, fixe, portable, ça fonctionne sur tout. Tous les systèmes d'exploitation. C'est juste que voilà, il vous faut ce matériel avec cette connexion Internet. Si vous n'avez pas suffisamment de matériel pour tous les élèves, vous pouvez faire des demi-groupes. Voilà, un demi-groupe sur Iota, un demi-groupe sur une autre activité. Et pour vérifier que votre matériel fonctionne, il vous suffit de lancer le test technique en tapant l'URL projet-iota.fr/test. Ça vous permet de vérifier que tout est compatible. Normalement, il n'y a pas de souci, mais au moins vous avez ce petit test pour vous rassurer. Une fois que vous avez cette partie équipement informatique, il vous suffit en tant qu'enseignant de créer un compte. Donc c'est accessible dès maintenant. Vous vous inscrivez, vous créez un compte et ensuite il suffit juste de créer sa classe. Et à la rentrée, le process sera peut-être un peu différent avec le GAR, mais on vous tiendra au courant du process parce qu'il y a une demande d'abonnement à faire à votre référent numérique avant. Mais on vous tiendra au courant, on est nous-mêmes en train de découvrir un peu le process. Donc on vous tiendra au courant sur ce process-là à la rentrée. Mais voilà pour la partie création de compte. Et ensuite, on vous donne quand même un guide pour introduire un peu les sujets, vous proposer des vidéos d'introduction pour vous montrer un peu les fonctionnalités de base, pour vous aider à vous lancer. Et on vous prépare aussi pour la rentrée des petites fiches pour le fameux accompagnement à comment on aide un camarade, comment on s'évalue. Donc on vous fournira quelques petites pédagogiques aussi pour vous aider et vous donner un peu des outils pour présenter le projet aux élèves, leur expliquer les sujets sur lesquels ils vont travailler dans l'année, etc. Et donc la plateforme sera accessible après les vacances de la Toussaint, dès le lundi 3 novembre. Vous pouvez faire tout ça avant, dès maintenant. Il y a les vacances avant quand même. Mais vous pouvez faire tout ça dès maintenant. Et dès le lundi 3 novembre, vous pourrez lancer les séances avec vos élèves. Et ce, tout au long de l'année. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions. Super. Alors, je vais vous proposer de regarder un petit reportage qui est assez concret, parce qu'il se passe en classe, avec le témoignage des élèves, de l'enseignante et aussi de l'Iron. Je vous lance cette petite vidéo qui dure 3 minutes, je crois. Je m'appelle Irène Dabadi, je suis enseignante en CM2 à l'école Blaise Pascal. Ce qui m'a plu dans le projet Iota, c'est déjà moi je cherchais un moyen de former mes élèves en informatique. Ça fait 3 ans que j'ai un CM2, la première année j'ai fait un peu comme j'ai pu parce que c'est des nouvelles compétences on n'a pas forcément trop la formation pour le faire. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes au niveau des écrans, même au niveau des collèges, comme en CM2, on est sensibilisé à ce qui se passe au collège. Il y a des problèmes de harcèlement, donc il y avait vraiment une urgence de former les élèves pour qu'ils soient des citoyens responsables, capables de se protéger des dangers des nouvelles technologies. Je m'appelle Bernadette Mulot, je suis enseignante, alors enseignante ERUN. Mon travail consiste à accompagner les enseignants à faire des projets numériques. Les élèves sont baignés par le numérique et il faut leur apprendre à l'utiliser d'une manière responsable et puis aussi, je pense, sensibiliser les parents à cela. Avec le numérique, on peut être actif et donc faire des choses, fabriquer, inventer et donc ne pas être passif face à un écran.
J'ai eu des gros progrès, hein. Vraiment, même pour moi, ça m'a apporté plein de choses. C'est que déjà, pour les élèves, on avait déjà abordé le sujet, mais ce n'était pas concret. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils puissent le faire. Ensuite, il y en avait certains qui avaient peur de l'informatique. C'est-à-dire qu'on leur avait dit, il y a quelques familles qui ont la notion, les écrans, c'est pas bien, et qui du coup étaient dans le rejet. Il faut savoir l'utiliser. C'est pas le rejeter, mais en ayant conscience et en étant responsable. C'est un programme pour apprendre l'évolution de l'informatique. Ça apprend comment utiliser l'informatique, les ordinateurs. On apprend aussi pour le cyberharcèlement ou le harcèlement. Des fois, c'est peut-être sur Wikidata. Après, si tu as réussi, il faut faire évaluer. C'est un peu comme les exercices à l'école, sauf que c'est un peu plus amusant. Yota prend en charge le côté apprentissage, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas à gérer tout ça. Ben, je peux les observer et je peux mieux leur apprendre à réguler leurs affects. Parce qu'il y a des élèves qui ne savent pas apprendre parce qu'ils se fâchent, parce qu'ils sont contrariés dès qu'ils font une erreur, et l'informatique, pour ça, on n'y arrive pas. Donc tout de suite, les émotions montent très très haut. Là, justement, on peut leur apprendre, attention, voilà, c'est pas grave, on va reprendre. Voilà. Et cette régulation, ben, elle est vraiment intéressante. Ça les rend autonomes et responsables. Communiquer, apprendre plus à se connaître, aider les autres, évaluer les autres, comment programmer, qu'on n'est pas obligé d'avoir des adultes, qu'on peut s'aider entre nous. Moi, je fais beaucoup travailler en groupe dans ma classe. J'aime beaucoup qu'on demande à toute la classe et pas juste individuellement. Ça permet d'avoir des élèves qui s'entraident, qui travaillent ensemble, qui apprennent avec moins de stress. Et c'est vraiment une approche qui me plaisait. Ça permet d'avoir une meilleure intégration des élèves qui ont des handicaps, vraiment. Ils sont bien acceptés par les autres, ils sont aidés. Il y a une cohésion que je n'avais pas précédemment, vraiment. Moi, mon conseil, c'est de vous lancer, de ne pas vous poser de questions. En plus, ils sont enchantés, ils sont contents, ils adorent la séance Yota. Et même en termes d'ambiance dans la classe, c'est apaisé. Que c'est cool. J'adore Yota. Cool. C'est vraiment chouette. C'est très très bien. Yota, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a des questions du coup suite à ce reportage? Est-ce que ça vous donne un meilleur aperçu peut-être de ce que ça peut être aussi dans la réalité? N'hésitez pas, je crois qu'il nous reste encore 2 minutes pour les questions. Ouais. Ouais, très bonne question. C'est une fonctionnalité qu'on nous a beaucoup réclamée et qu'on a mis en production cette année. Donc la lecture audio pour les élèves du coup qui ont besoin d'avoir cet audio en plus pour comprendre les consignes, et également l'adaptation de la typographie pour les élèves 10. Et ça, c'est au niveau de l'enseignant. Vous pouvez l'activer au niveau de l'élève pour tous ceux qui en ont besoin. Ouais, je serai derrière. Ok, je vais essayer de retenir les 4 questions. Alors, la première, c'est pas prévu du coup de développer des parcours pour le cycle 2. Cependant, vous pouvez très très bien faire Yota avec des CE2. Ils auront accès au parcours CM1. Voilà. C'est également accessible aux classes de 6e. On a des profs qui ont des élèves de 6e et qui font Yota et ils font le parcours CM2. Voilà. Il n'y aura pas de parcours dédié pour le cycle 2, mais c'est accessible. Ça leur fera un avant-goût du coup pour le CM1. Seconde question, c'était... Ah oui. Tout à fait. Alors, la différence avec Pix, c'est une très bonne question. Pour moi, c'est totalement complémentaire. Idéalement, voilà, si vous pouvez faire les deux, par exemple une semaine sur 2, c'est top. Après, la différence avec Pix, c'est vraiment la pédagogie liée à la collaboration. En fait. Sur Pix, ils sont tout seuls devant leur interface et ils avancent tout seuls.
Sur Yota, en fait, ils avancent ensemble. Donc ça permet de travailler ces fameuses compétences psychosociales et leur apprendre à travailler ensemble. Donc si vous avez déjà l'habitude de travailler comme ça avec vos élèves, avec un système d'entraide et d'évaluation, ça fait la continuité. Après, voilà, PIC c'est très bien aussi. Ils ont développé PIC Junior qui est dédié du coup à ces niveaux-là. La continuité avec le collège se fait dans tous les cas, qu'ils aient fait PIC ou qu'ils aient fait Yota. On vous fournit aussi des bulletins élèves. Je n'ai pas parlé de tout ce qui était tableau de bord, mais il y a des tableaux de bord pour suivre l'acquisition des compétences de votre côté. Et il y a aussi des bulletins élèves qui sont formatés de la même manière que sur le LSU. Donc pour les classes de CM2, vous allez pouvoir transférer les compétences numériques qui ont été développées de manière très simple sur le LSU. Et après, la continuité avec le collège se fait très très bien, qu'ils aient fait l'un ou l'autre. Ouais. Alors, ce n'est pas prévu parce que Yota est vraiment centré sur les compétences numériques. C'est vraiment l'éducation au numérique. Après, je dirais que de manière transversale, il y a d'autres compétences qui sont travaillées aussi. Par exemple, quand on travaille la création de contenu, ça peut être sur des sujets de géographie, de musique, et donc du coup, ils travaillent aussi d'autres matières. Mais voilà, les compétences académiques, ce sera d'autres plateformes. Nous, c'est vraiment les compétences numériques. Et la dernière question sur le prix, c'est gratuit, donc c'est facile. Voilà. Et en fait, pour vous expliquer le fonctionnement, car Yota est piloté par l'école 42, et donc qui est financé à 100% par l'école 42 et le restera. Donc si vous ne connaissez pas l'école 42, c'est une école d'informatique qui est gratuite dans l'enseignement supérieur, qui fonctionne avec cette pédagogie autour de la collaboration. Donc dans l'école d'informatique, pour les adultes, il n'y a pas de prof. Et l'école est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'horaire. Et l'école est dans le 17e pour Paris. Et il y a maintenant 57 campus dans le monde entier. Donc depuis une dizaine d'années, 42 a assez bien développé et ça fonctionne vraiment partout. Donc cette pédagogie a bien pris partout. Et l'idée, c'était de proposer la même pédagogie, mais pour les enfants à l'école, et toujours avec ce centre autour des compétences numériques. Voilà, donc c'est gratuit, ça restera gratuit. Et je crois qu'il y avait une autre question par là. Ouais. Alors, au niveau de votre interface enseignante, vous êtes libre. En fait, ça fonctionne avec un lancement de séance. Donc, vous avez créé votre classe, vous avez votre liste d'élèves et vous lancez autant de séances que vous voulez et elle dure le temps que vous voulez qu'elle dure. Donc, c'est tout à fait possible de faire ça. Après, nous, on vous recommande quand même d'avoir au minimum une dizaine d'élèves connectés en même temps pour que cet aspect collaboratif fonctionne. Parce que comme il y a un système d'entraide et d'évaluation, s'ils ne sont pas assez nombreux, ils vont avoir un temps d'attente. Parce qu'il y en a, ils seront en activité, peut-être que certains seront en entraide et donc ils ne seront pas forcément disponibles pour s'évaluer. Et du coup, ça risque d'être frustrant pour eux s'ils ne sont pas assez nombreux parce qu'ils ne vont pas pouvoir s'évaluer tout de suite. Donc c'est à peu près une dizaine d'élèves. C'est pas fixe, hein, mais une dizaine, c'est mieux. Donc 6, vous pouvez essayer, mais il risque d'avoir un petit temps d'attente. Donc si vous pouvez faire des groupes de 10, c'est mieux. Oui. C'est la même plateforme et en fait, vous n'avez rien à faire. Quand vous allez créer votre classe, vous mettrez les niveaux des élèves, CM1, CM2, et donc ce sera transparent pour vous. Ça activera le parcours CM1 pour les CM1 et le CM2 pour les CM2. Aucun problème. En fait, les deux parcours sont sur les mêmes activités, les mêmes compétences. C'est juste le niveau de difficulté et l'approfondissement du vocabulaire qui est plus important sur les CM2. Mais ils peuvent aussi faire les séances ensemble. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que les CM1 pourront tout à fait évaluer des CM2 et inversement. Et au contraire, ils vont apprendre du coup un vocabulaire et des choses plus approfondies avec les plus grands et inversement. Voilà, les doubles niveaux, ça fonctionne très bien. Au contraire, sur ce genre de pédagogie, c'est intéressant d'avoir plusieurs niveaux. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais vous laisser. Eh ben, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. Bonne journée.